Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Salon, Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur le vice-président de la région, cher Christophe Clergeau, Monsieur le maire et Messieurs les maires qui sont présents. Je voulais d'abord, moi aussi, commencer mon discours par la situation dans laquelle nous nous trouvons, au-delà de ce salon sur les CUMA, Université Auchan. Il y a le contexte général. Je sais les attentes qui sont celles des agriculteurs et des éleveurs, en particulier dans ce contexte. Je sais ce qu'on demande et ce qu'on attend du ministre. Je sais aussi que la situation qu'on connaît aujourd'hui est liée à une situation qui remonte à un certain nombre de temps et qui fait que, en particulier, de manière très spécifique, sur les filières lait et porc, on a un excédent de production sur le marché européen assez clair, et sur le lait, un excédent de production à l'échelle mondiale. Je me rappelle d'avoir prévenu tous les ministres de l'agriculture il y a 2 ans sur le lait et le post-quota, que de voir tous les pays, et beaucoup d'entre eux, partir à la conquête du marché chinois, j'avais rappelé simplement que si tout le monde part en même temps, et que tout le monde considère que c'est le marché chinois qui est le but de toute la production qu'on va augmenter après les quotas, il y a un moment où si le marché chinois n'est pas à la hauteur des attentes et des espérances de tous ceux qui ont investi, on risque d'avoir un retour de flamme qui sera extrêmement difficile à supporter. Alors comme l'Europe l'a fait, mais que les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande s'y sont mis aussi, et que vous avez vu, je ne vais pas vous rappeler un peu la situation chinoise, même s'il n'y a pas là à dramatiser les choses, on a aujourd'hui une situation sur laquelle il faut que l'Europe agisse, en même temps qu'on agit aussi au niveau national, mais il faut que l'Europe agisse pour tenir compte de cette situation sur le marché du lait et pour tenir compte aussi des conséquences de ce qu'on appelle l'embargo russe lié, vous le savez, à la situation extrêmement dégradée qui existe aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Donc c'est une situation de marché difficile, avec des prix en conséquence qui baissent. Je connais les revendications, Michel Dauton les a évoquées tout à l'heure. Je voudrais juste lui rappeler, malgré tout, et je sais que ce n'est jamais suffisant, que contrairement à ce qui est dit, depuis les tables rondes que nous avons faites, si je prends la question du porc, on a remonté le prix. Et parce qu'on a remonté le prix, on a eu tous ensemble un problème avec des industriels qui considèrent que le prix tel qu'il était fixé au marché de Plérin était trop élevé par rapport aux enjeux de marché qui sont les leurs. On est aujourd'hui à un marché de Plérin qui est revenu autour de 1,38, 1,39, avec 2 opérateurs importants, un une coopérative et l'autre un privé, qui ne sont pas sur ce marché. Mais je me souviens d'où on vient. 1,22, 1,23. Sur la question du lait, tous les accords qu'on a passés visent à relever un certain nombre de prix sur le lait, sur l'ensemble des produits qui étaient dans la négociation. J'ai rencontré hier des industriels qui, là aussi, me demandent de faire aussi d'autres efforts. Mais moi, je leur dis, moi, les efforts, je suis prêt à faire. Je veux simplement que les prix reviennent aux producteurs. Chacun a des problèmes. Chacun peut connaître des difficultés. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est les éleveurs qui la connaissent. Donc il faut qu'on ait, pour passer cette crise, et ça vaut pour la viande bovine, là aussi, où on a relevé le prix de la viande bovine, par les engagements qui ont été pris, mais je le dis et je le sais, le médiateur a été saisi, il y a aujourd'hui un relâchement. Et tout le monde ne joue pas le jeu, même si chez certains industriels, il y a eu des efforts significatifs qui ont été faits. Selon les régions, selon les abattoirs, on a des différences de prix qui commencent à s'afficher. Donc il va falloir revenir. Et même si des tables rondes sont souvent annoncées et peuvent laisser penser qu'on n'agit pas, on agit en discutant, en dialoguant et en faisant en sorte que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Le ministre, bien sûr, on va discuter, j'y reviendrai sur les CUMA, avec le plan de soutien à l'élevage. J'ai entendu ce qui a été dit sur les cellules d'urgence et sur le fait qu'aujourd'hui, compte tenu de la dégradation de la situation, ce qu'on avait prévu en termes de financement et en termes de budget n'est pas suffisant. Que ce soit sur les allègements de MSA,
que ce soit sur le fameux FAC, c'est-à-dire le fonds d'allègement de charges. Il va falloir qu'on rajoute. Et les premiers versements se feront au mois de septembre. Et je garde les annonces, les discussions sont en cours, puisqu'il y a une manifestation, elle a été annoncée tout à l'heure, cet après-midi, le 3 septembre, et il y aura une réunion avec le Premier ministre pour peaufiner et redonner le cadre qu'on aura négocié par rapport aux enjeux et par rapport en particulier au soutien que doit apporter l'État à la situation des exploitations qui est, en termes de trésorerie, extrêmement dégradée. Mais je l'ai dit, tout ça vaut que si on tient 3 objectifs. L'État et les aides qu'il doit apporter, bien sûr, l'ensemble des acteurs et la nécessité qu'on a aussi à réfléchir, à faire des évolutions. Demain, j'aurai une réunion sur la contractualisation. Est-ce qu'on est capable ensemble de passer avec des systèmes nouveaux qui permettront de mieux lutter ou de mieux stabiliser les prix pour les producteurs? C'est une question qui est posée. Alors moi je veux bien, on peut dire il suffit d'avoir des aides. Mais moi je ne suis pas d'accord. Et demain, certains qui devaient venir discuter sur la contractualisation ne seront pas là, je tiendrai la réunion et je ferai des propositions. Parce que l'avenir de l'agriculture, bien sûr qu'il passe par le fait d'apporter des aides aujourd'hui et d'être mobilisé pour soutenir les exploitations. Mais il passe aussi, et c'est bien pourquoi je suis ici aussi, à ce salon aujourd'hui avec l'ECUMA, par une réflexion plus globale, plus structurelle sur l'avenir et comment on le conçoit. Et ça, chacun doit, et le ministre et les acteurs économiques de la filière agricole, être partie prenante de cette réflexion. Je l'ai dit sur la question de la contractualisation, et on sait les limites aujourd'hui de celle qui est mise en place sur le lait. Ça vaut aussi sur les grandes questions posées par les groupements d'intérêt économiques, environnementaux, par les systèmes collectifs au niveau des CUMA. Comment on fait en sorte que la mutualisation des investissements permette de diminuer les coûts d'investissement et redonner de la compétitivité. Comment on fait en sorte aussi que les atouts qui sont ceux de la France, sa surface, sa capacité à produire des céréales et des protéines fourragères, quand d'autres pays ont des petites surfaces ou aujourd'hui finissent par être tellement oppressés sur ce qu'ils ont mené comme politique agricole. Je pense à l'Allemagne en particulier. Nous, on a des atouts à faire valoir. Mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on se mette aussi autour d'une table à discuter. Il n'y a pas de vérité tenue par les uns ou par les autres. Et ça vaut pour le groupe. C'est ce que disait Philippe Pastoureau tout à l'heure. Le groupe est toujours meilleur que le meilleur du groupe. J'en suis parfaitement convaincu. Et le ministre n'est pas meilleur que les autres. C'est par la discussion collective qu'on arrivera à sortir aussi de la situation qu'on connaît. Et puis il y a l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure. Il y aura un sommet. 2 jeunes tout à l'heure m'interpellaient. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le ministre, au niveau européen? Eh bien, chercher une majorité au niveau européen. Chercher à faire que des pays qui connaissent des problèmes dans le lait, dans le porc, dans la viande bovine aujourd'hui, rejoignent la France pour peser et que des décisions soient prises à l'échelle européenne. Moi, je ne me contente pas d'une discussion bilatérale. Je ne regarde pas uniquement ce qui se passe en Allemagne pour savoir ce que veut l'Allemagne. Parce que si j'attends ce que va me dire ou ce que va me proposer mon collègue allemand, je peux peut-être attendre, j'aurai un sommet à Berlin le 31. Moi, ce que je cherche à faire, c'est rassembler des pays autour d'une vision de l'agriculture et surtout de solutions concrètes et immédiates par rapport à la situation qu'on connaît en France. Mais je l'ai vu aussi, hein, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui sur le lait? La même chose que ce qu'ont les Français. En Allemagne, j'entends aussi, ça commence à bouger. En Belgique, j'en parle pas. En Irlande, qui n'ont pas été les derniers à augmenter leur production laitière pour aller conquérir le marché chinois, aujourd'hui aussi, le ministre, je le verrai demain. Donc moi, je vais chercher cette majorité. Et je pense que je l'obtiendrai. Parce qu'on ne peut pas laisser la situation comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, le contexte, il est aussi international. Le contexte, il est européen. Le contexte, il est lié à des situations diplomatiques qui dépendent ni du ministre de l'Agriculture, ni des agriculteurs. Donc la Commission européenne doit et fera des propositions. Et on doit trouver cette majorité, et je chercherai cette majorité, je la construirai pour que le 7 septembre, il y ait des solutions. Elles ne vont pas tout régler, mais l'Europe doit assumer aussi sa part de responsabilité. Et en Europe, pour faire avancer les choses, eh bien, c'est la négociation, c'est la majorité qui fait qu'on propose des choses et on les acte. Et c'est en tout cas ce à quoi je vais m'atteler jusque cette semaine, la semaine prochaine, pour que le 7 septembre, au niveau européen, il y ait des décisions de prise. Sur la question
évoqué par le président des CUMA. C'est le 70e anniversaire. Je l'ai dit, oui, pour moi, l'enjeu du collectif est un enjeu majeur. Pas simplement parce que ça serait une mutualisation des moyens, mais c'est aussi une capacité à porter des projets. Et dans tout ce qu'on connaît, et tout ce qu'on voit, et tout ce que je sais, et de tout ce que vous faites, ce qui est très intéressant, quand on est en collectif, dans une organisation collective, c'est d'être capable de construire des projets qui motivent et qui mobilisent tout le monde. Chacun apporte sa part, mais le projet collectif, il est capable de permettre à chacun de dépasser ce qui aurait pu être son objectif individuel, mais ce qui, collectivement, donne une autre dimension. Les CUMA, à l'origine, c'était la mutualisation du matériel agricole. Et c'est vrai que cette pérennité, 70 ans, prouve la validité du choix du départ. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on mutualise, c'est le matériel agricole, bien sûr, mais au-delà des enjeux économiques, environnementaux. Et on en discutait tout de suite à propos des J2E. Donc d'ici la fin septembre, avec le réseau CUMA, on aura à préparer une réunion bilan sur les premiers GI2E. Il y en a plus de 100 aujourd'hui. Donc d'ici fin septembre, parce qu'on a besoin, dans tout ce temps, on a l'impression qu'après une négociation de la PAC, après une loi d'avenir, c'est vrai qu'on est toujours en train de se demander, mais ça ne va pas assez vite. Le ministre lui-même, je vais revenir sur la question de la méthanisation, le ministre lui-même, mais sur les GI2E, ils sont en place depuis la loi d'avenir, c'est-à-dire le décret a été sorti, je crois, en octobre 2014. Donc il n'y a même pas un an. Il faut qu'au bout d'un an, c'est ça l'objectif, on soit capable, avec ceux qui ont commencé, à faire une évaluation de ce qui marche, de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux, pour faire en sorte que cette logique collective sur la base de ce que sont les CUMA soit développée. Et on l'entendait tout à l'heure dans ce qui a été dit, à la fois sur les grandes questions liées à l'agroécologie, sur les grands enjeux aussi de l'approvisionnement local, sur la participation des collectivités locales dans le cadre des GI2E. On a besoin de créer des dynamiques. Ce sont des logiques territoriales, c'était évoqué par un des porteurs de projet tout à l'heure. En particulier sur la méthanisation, où il crée un système circulaire pour pouvoir récupérer de la matière organique et développer une production de méthane. Je le dis, les collectivités locales, et je l'ai vu en Ille-et-Vilaine, lorsque dans une des communes, à Liffré, on est capable, avec un méthaniseur qui est lié à un GAEC laitier, de produire 30% du gaz qui est consommé dans la commune. Eh bien, avec un J2E, la commune peut participer, par exemple, au raccordement du méthaniseur sur le réseau du gaz, qui coûte cher et qui, quelquefois, est un des facteurs limitants à la mise en œuvre du projet de méthanisation. Toutes ces expériences qui se conduisent, il faut qu'on arrive à les cartographier, qu'on arrive ensemble à les déterminer et faire en sorte qu'à partir de là, on puisse en tirer des conclusions politiques pour développer ces stratégies, développer ce qui commence à être aujourd'hui les éléments qu'on a pu voir dans les domaines de la performance économique, de la performance environnementale, du développement des énergies renouvelables et, je le dis, de la réflexion qu'on doit avoir sur l'approvisionnement local. C'est des démarches territoriales. Et là-dessus, les régions, bien sûr, il va falloir qu'on soit en discussion pour venir en appui. Parce que c'est des logiques territoriales, je le disais tout à l'heure. Que ça soit avec le FEDER d'ailleurs. Mais je pense même qu'avec les fonds de cohésion, puisqu'on a des logiques territoriales, et un GI2E, dans la loi, c'est un groupement qui est à majorité agricole. Ça reste un projet agricole. Mais tout partenaire, collectif, collectivité qui veut y participer, industriel, grande distribution, peut venir financer et aider au financement. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à déterminer, qu'on arrive à préciser. Parce que j'ai bien vu, et je le sais, sur les premiers appels d'offres qu'on a fait, une partie du financement est nécessaire à l'animation des J2E. C'était dit tout à l'heure pour l'un de ceux qui présentaient le projet, je crois, en Ille-et-Vilaine ou ailleurs, c'est bénévolement aujourd'hui qu'on organise un groupement d'intérêt économique et environnemental. Ben, il faut qu'on soit capable d'assurer le financement de cette animation, parce qu'elle est très importante. Donc fin septembre, on se fixera l'objectif, ça fera un an qu'aura été, à peine un an qu'aura été promulgué le décret sur les J2E. On fait une évaluation et on essaye de tirer des conclusions pour aller et accélérer les choses. Deuxième point, dans le cadre du plan de soutien à l'élevage, et ça a été dit, Monsieur le Président, il y a deux demandes, je l'ai bien compris, des CUMA. La première, c'est cette question du suramortissement. Loi Macron qui fait qu'une entreprise peut suramortir, c'est-à-dire au lieu d'amortir l'équivalent de son investissement, elle amortit 140%, c'est-à-dire 40% de plus que ce qu'elle a réellement investi.
C'est une manière de diminuer ce qu'elle va payer potentiellement en impôts, et c'est pourquoi on a toujours ce problème avec les coopératives. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans le plan qui sera complété de soutien à l'élevage, au moment du 3 septembre et de la manifestation qui était annoncée tout à l'heure, le travail que nous avons engagé, c'est de savoir comment un investissement collectif peut être répercuté individuellement dans les exploitations pour que l'exploitant agricole qui participe au travers de l'investissement collectif puisse, lui, bénéficier du suramortissement de la loi Macron. C'est comme ça qu'on va travailler. Mais ça veut dire, Monsieur le Président, que si on va jusqu'au bout de cette logique, il faut d'ores et déjà préparer les projets d'investissement, puisqu'on va être obligé de passer par une modification de la loi pour pouvoir justifier le fait qu'un investissement collectif puisse bénéficier de manière individuelle du suramortissement, et que pour qu'on réussisse le pari dans les 8 mois qui viennent, il faut qu'on soit capable de présenter rapidement, une fois que ça c'est fait, les projets qui viendront s'inscrire dans la loi Macron dite de suramortissement à 50%. C'est l'objectif qu'on va se fixer, et c'est ce que je suis venu vous dire pour le présenter aussi dans le cadre global des mesures qui seront présentées dans le 3 septembre, puisque une des demandes du président de la FNSEA, c'est la question de l'investissement. Dans la question de l'investissement, il y a l'investissement des CUMA. Donc j'ai aujourd'hui, après avoir discuté avec les services et du côté de Matignon, je vous fais cette proposition-là, technique, mais qui est importante sur le choix qu'on aura à faire ensemble ensuite. Vous avez aussi évoqué la question du FAC. Oui, il va falloir qu'il y ait une partie FAC qui soit consacrée aussi au CUMA. Donc ça fait partie des mesures qu'on aura et qui viendront compléter celles qu'on avait proposées dans le cadre du plan de soutien à l'élevage présenté au mois de juillet avec le Premier ministre, et qu'il faudra aussi compléter, parce que je l'ai parfaitement entendu, je l'ai déjà dit, en termes budgétaires par rapport à la situation extrêmement dégradée qu'on trouve ici dans la Sarthe ou dans d'autres départements où il y a beaucoup de dossiers qui demandent des allégements de charges. On aura aussi à augmenter les sommes qui avaient été prévues par rapport aux allègements MSA. C'est en tout cas ce qui a été dit par le président de la République et le Premier ministre au président de la FNSEA, et c'est ce qu'on est en train de préparer pour le 3 septembre. Je voudrais aussi rappeler ce que vous avez rappelé et ce qu'on a fait ensemble sur l'investissement des CUMA dans les bâtiments. Débat qu'on avait eu, je crois, quand on était au congrès d'Arras, qui a été mis en place et qui permet aujourd'hui d'avoir des investissements immobiliers dans les bâtiments, et ça c'est très important. Sur le fait aussi qu'on va évoluer sur le dispositif de soutien national au CUMA, 2,5 millions qu'il faut qu'on mette en œuvre sur la base d'aides et non plus de prêts bonifiés. Aide en particulier à tout ce qui est immatériel, on en revient à tous les grands sujets qui sont posés sur le besoin de services immatériels, sur l'organisation des réseaux, et donc ça c'est en train, le décret, je vais le signer dès que j'aurai pas quitté le salon, mais dès que je vais rentrer à Paris. Ça fait partie des dernières discussions qu'on a ajustées, biens immatériels et aussi dans les biens immobiliers, en particulier sur ce qu'on avait souhaité faire ensemble il y a déjà 1 an sur les bâtiments, parce que je pense que là aussi, investir dans des bâtiments de manière collective, ça permet, et c'est ce qui se fait, de plus en plus d'ailleurs, que ça soit sur des maternités, que ça soit sur de l'engraissement, c'est une capacité à pouvoir investir justement dans les nouveaux bâtiments, à pouvoir faire des économies d'énergie, à pouvoir aussi assurer les mises aux normes et surtout assurer des meilleures conditions de travail aux agriculteurs eux-mêmes. Ça va dans ce sens et en tout cas, c'est ce que nous devons et ce que nous avons pris l'engagement de faire ensemble. Donc dès que j'aurai pas quitté la Sarthe parce que c'est pas près d'arriver, mais dès que je serai retourné à Paris, je signerai le décret qui mettra en œuvre ce plan qu'on avait discuté. Voilà ce que je voulais vous dire avec le sujet lié au groupement d'employeurs, vrai sujet qu'on débat depuis un certain temps, avec des difficultés là, juridiques par rapport au groupement d'employeurs et au CUMA et au rapport entre CUMA et groupement d'employeurs. Là, on a une difficulté qui dépasse la responsabilité directe du ministre de l'Agriculture. Mais je sais que ça fait partie des enjeux. Comment embaucher, comment faire en sorte que la dynamique des coopératives d'union de matériel agricole soit une dynamique qui nous permette justement, au travers de l'embauche et dans le cadre des JI2E, et c'est là qu'il faut qu'on travaille, nous permettre de développer ces stratégies collectives. Parce que, ça a été dit par Christophe Clergeau, moi, l'avenir de l'agriculture française, au-delà de la crise qu'on connaît, ça va être de gérer d'abord beaucoup mieux les questions de volatilité des prix. Donc il faut qu'on aille vers des formes contractualisées de stabilisation des prix.
Il faut aussi qu'on ait des aides et des caisses qui permettent de sécuriser les entreprises et les exploitations agricoles pour que chacun puisse assurer des provisions lorsque ça va bien pour pouvoir passer les moments les plus difficiles. Ça fera partie de la fiscalité sur laquelle on va travailler dans le cadre de la loi de finances. Mais je le sais et j'en suis convaincu, la dynamique collective, elle est aussi une des composantes de la capacité qu'on aura à être compétitif, en même temps qu'on sera performant dans le domaine de l'environnement, en même temps qu'on sera performant dans le domaine social, en même temps qu'on sera performant aussi dans l'aménagement du territoire, le développement territorial. On le disait aujourd'hui au travers de ces fameux groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Et l'agriculture française, elle a aussi des atouts, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de surface, de capacité de production de protéines fourragères, de céréales. Et ça doit être un atout pour exporter, bien sûr, des céréales. Mais on doit en faire un atout pour redonner à l'élevage, dans toute sa diversité, des capacités à se projeter dans l'avenir. C'est tous les enjeux aussi dans les couvertures de sol, de développer des stratégies de protéines fourragères, quand d'autres pays ont des difficultés à le faire parce qu'ils n'ont pas suffisamment de surface. Nous, on en a. Il faut qu'on améliore l'efficacité de l'ensemble des systèmes. Et dans toutes ces techniques nouvelles sur l'agroécologie, sur les couvertures de sol, il y a des stratégies à mettre en place. Et parce qu'elles sont collectives, elles seront porteuses et de compétitivité, et de dimension sociale, et de dimension environnementale. C'est ça aussi l'atout de la France, au-delà de la qualité des agriculteurs, de la formation qui est celle qui est donnée dans les lycées agricoles et au niveau des écoles d'ingénieurs, au-delà du fait de notre pays, sa situation dans le climat actuel, et je dis climat actuel, c'est au sens littéral du terme, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelle mondiale, dans sa potentialité aussi à pouvoir être un acteur. On parle de la COP21, du stockage de carbone dans les sols, ça fera partie des stratégies de moyen et de long terme qui donnent à l'agriculture aujourd'hui et aux agriculteurs, pas simplement une perspective qui soit sombre, mais au contraire, un rôle, une place, et dans la société, et en termes économiques, et en termes environnementaux, et en termes sociaux, et en termes territoriaux. Donc, ce que je suis venu dire ici, c'est à la fois l'attachement qui est le mien au réseau des CUMA, à ce qui est fait et ce que l'on fait ensemble, à ce qu'on doit faire et continuer à faire pour développer ce que je disais, ces stratégies collectives. C'est aussi les éléments factuels dans une crise qui est difficile, extrêmement importante, et je l'ai dit, liée en partie à des excédents de production à l'échelle européenne, voire mondiale pour ce qui est le lait. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on soit là pour aider les agriculteurs. Il faut qu'on soit capable de discuter ensemble pour préparer l'avenir. Et je sais, et j'en suis sûr, l'avenir de l'agriculture française, il est important. Il est un avenir qui doit être une confiance aussi du pays dans son agriculture et une confiance de l'agriculture dans le pays pour permettre aux agriculteurs et aux jeunes qui s'installent aujourd'hui d'avoir cette belle perspective d'être des acteurs à la fois économiques, des acteurs environnementaux, des acteurs territoriaux, tout simplement des citoyens. Merci. Pardon, je sais bien que ça ne se fait pas de reprendre la parole derrière le ministre, mais là on va tourner la page un petit peu officielle et puis on va profiter de l'occasion pour